Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est écrivain. Il y a 10 ans, son premier livre paraissait. Il décrivait alors la société depuis son poste d'observation dans 2 grands magasins parisiens. C'était le roman Debout payé. Depuis 2014, son œuvre s'est déployée entre la Côte d'Ivoire où il est né et la France où il a vécu. D'autres objets littéraires se sont succédés, d'autres points de vue ont été ouverts. Aujourd'hui, dans son texte Les Portes, il développe ainsi celui des personnes qui ont occupé l'église de Saint-Bernard de la Chapelle entre le 28 juin et le 23 août 1996. Le point de vue de ceux que l'on a nommés les sans-papiers et dont l'histoire a souvent été écrite par d'autres. Une histoire qui avait marqué, mais dont on ne parle plus, à moins qu'on en parle encore et toujours, mais avec d'autres mots, celui de migrants, et d'autres lois, encore celles sur l'immigration. Bonjour Gauze. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Pourquoi, Gauze, vous êtes emparé aujourd'hui, en 2024, de cet événement qui a eu lieu en 1996 ? Parce que le discours n'a pas changé, en fait. Et c'est un concours de circonstances assez marrant qui m'a mis à l'étrier sur ce sujet à nouveau. Parce que ça fait bien longtemps que j'ai des papiers, moi. Et en fait, j'ai un copain à Marseille qui montait une pièce justement à la Belle de Mai sur les migrants et qui m'a commandé un texte dans ce cadre-là. Et ça, moi, en l'écrivant, ça m'a replongé dans cette période-là. Et puis, j'entendais toutes les voix un peu étranges là, qui résonnent en ce moment, à droite et très à droite. Et cette espèce de discours ambiant sur ce que sont devenus les sans-papiers. D'ailleurs, on dit quasiment plus les sans-papiers, on dit les migrants. On dit les migrants, ouais. Participent présents, comme si les gens ici étaient bloqués dans une espèce de métaphase de mouvement, comme ça. Et en écrivant là, cette commande à la base, je suis parti un peu plus loin que prévu. En fait, en plus, ça résonnait avec le discours. C'est complètement un hasard, mais ça résonnait avec le nouveau discours. C'est les nouvelles lois votées récemment là, par Moussa Darmanian et Bornstein. Donc moi ça me faisait rigoler. C'est les derniers venus qui ferment toujours la porte à ceux qui étaient là et ceux qui vont venir après. Et donc voilà. Donc du coup j'ai poussé un peu loin le délire. J'étais en train d'écrire un autre roman quand celui-là s'est imposé. Donc vous avez arrêté l'autre roman. Ah ouais, ça s'est imposé comme une espèce. L'autre roman il va paraître ou non ça... Bien sûr qu'il va apparaître. Voilà, mais... il est plutôt marrant comme bouquin. C'est un bouquin dans lequel un écrivain tue le président de la France quand même, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Ok, donc un tout autre sujet, mais enfin pas si éloigné non plus, parce qu'il y a un côté avec ce livre, Les Portes, Gauze, où vous réglez des comptes d'une certaine manière, ou en tout cas vous voulez rappeler la vérité d'un moment du point de vue de ceux qui n'ont pas pu parler à ce moment-là. En fait, le truc avec ceux qu'on appelait les sans-papiers, il y a très peu d'entre eux qui ont pris la parole, en fait. Ils ont écrit des bouquins. Après l'aventure, en fait, c'est resté confidentiel. Et j'ai même moi-même découvert ces bouquins-là au moment où j'écrivais le texte. Et avec genre 20 ans de recul, je me dis, mais en fait, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Même 30 ans presque. Ouais, 30 ans. Et c'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est comme si cette lutte-là n'avait jamais existé, alors qu'elle est fondamentale. C'était la première fois que des gens qu'on appelait clandestins, à cette époque on disait clandestins, on disait même pas migrants, on disait clandestins. Donc ça implique que les gens sont obligés de se cacher, en fait, ils baissent la tête et tout ça. Ils sont dans un état d'illégalité. D'illégalité, quoi. Alors que pour la plupart d'entre eux étaient dans la légalité et ont basculé dans l'illégalité à cause de changements de loi. Et c'était la première fois qu'on voyait un mouvement de gens dits clandestins au grand jour. Ça, c'était mortel. Et d'ailleurs, et ils ont pris la parole en envahissant des symboles forts qui sont l'église, en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'eux-mêmes étaient, pour la plupart, la grande majorité des musulmans, ils ont compris que les symboles étaient importants et que le discours était important. Et le terme sans-papiers, ce sont eux qui l'inventent en fait. Et ça change tout dans la manière de voir les étrangers à cette époque-là, depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui.
ça change tout, parce que pour la première fois, des gens manifestaient avec des flics en disant « Écoutez, on n'en a rien à foutre de vos tenues et de vos matraques. Nous, on est des sans-papiers. Et nous, ce qu'on demande, c'est de vivre légalement. Parce que de toute façon, déjà, on vit là, on paye des impôts. On travaille. On travaille, parce que tout le monde travaille, évidemment. Vous insistez beaucoup là-dessus, Gauze, c'est pour ça que je le précise, c'est que les sans-papiers qu'on découvre, qu'on écoute dans votre livre, disent « On n'est pas venu en France pour déchômer, on est venu en France pour travailler ». Absolument pas. Tu traverses pas toute cette misère, tu prends pas tous ces risques pour venir ici pour toucher des allocations sociales. C'est né dans le plan de personne. Tout le monde veut travailler. Tout le monde bosse, en fait. T'as pas le choix. Déjà, c'est compliqué pour les Français eux-mêmes qui sont là. Donc, imaginez ceux qui n'ont pas de papier et qui viennent d'ailleurs. Donc, eux bossent encore plus que les autres parce que, justement, du fait de la fragilité de leur statut administratif, ils sont exploités par la petite bourgeoisie qui emploie les gens. Donc, voilà. Il faut arrêter l'hypocrisie. La messe de l'Assomption s'est déroulée dans une atmosphère inhabituelle ce matin à Saint-Bernard. Une atmosphère marquée par la peur d'une expulsion qui grandit depuis quelques jours parmi les sans-papiers. Dans son homélie, ce matin, le père Coindé, le curé de la paroisse, a rappelé qu'il était urgent de trouver une solution. C'est donc un appel pressant à rendre concrète la justice de Dieu pour ceux qui sont victimes de l'injustice. Si vous dénoncez l'injustice qui est faite aux justes, si vous offrez votre voix à ceux qui sont sans voix, si vous rétablissez dans le droit ceux qu'on a mis hors la loi, vous êtes les héritiers de la promesse faite à Abraham et à tous ses descendants dans la foi. Autour des Africains sans papier, les initiatives de soutien se multiplient depuis le début de la semaine. Cet après-midi, le groupe de jeûneurs solidaires a installé un auvent en face de l'église. Et comme l'explique Madjigen, l'une des déléguées, un réseau de soutien se crée dans le quartier. On a déjà rédigé un tract pour appeler les habitants, les riverains, tous les voisins à être vigilants face à une intervention de la police. À partir d'aujourd'hui, on propose que des Français ou bien des Européens viennent se monoter, c'est-à-dire chaque Africain sera monoté à un Européen. Histoire de dire que les Africains ne sont pas seuls et si vous les embarquez, vous nous embarquerez tous ensemble. Une archive du 15 août 1996, c'était dans le journal de 19h sur France Inter. Gauze, on a entendu la voix, j'ose pas dire de l'héroïne de votre roman, parce que c'est vraiment une communauté de 300 personnes dont vous parlez, mais elle les mène, c'est Madjigen Cissé qu'on vient d'entendre. Tout à fait, c'est la patronne, en fait. D'ailleurs, mon livre est conçu un peu comme une espèce de chorale de dialogue, dans laquelle la seule personne caractérisée, c'est Madjigen Cissé, en fait. Parce que c'est elle véritablement la patronne. Ça s'entend déjà. Et pourtant, à l'époque, même moi qui était plus ou moins concerné par la lutte, je n'avais en point de mire que les représentants hommes, ce qu'on appelait les porte-paroles. C'est avec eux que discutait la préfecture. C'est-à-dire que finalement, les hommes discutaient entre eux, alors que c'est Madjigen Cissé qui a inventé ça. Et d'ailleurs, qui a inventé cette lutte-là, littéralement. En fait, je prends le parti de le dire clairement, en fait. Je pense que je vais heurter probablement d'autres gens qui sont là. Mais ce qui se passe, c'est que pour la première fois, en fait, c'était 300. Ils envahissent d'abord Saint-Ambroise. Dans le 11e arrondissement. Dans le 11e arrondissement. C'était en mars de la même année. Voilà, genre le 18 mars 96. Et personne n'est au courant. Pour la première fois, toutes ces associations de gauche qui ont l'habitude de prendre en main les destins des gens, des pauvres malheureux africains, entre guillemets, ces associations caritatives, droit au logement, droit devant, le DAL, le GISTI, tous ces gens qui avaient l'habitude de parler à la place des autres, eux-mêmes ont été débordés. Et donc, la question se pose, qui crée le mouvement ? Et Madjigen Cissé, elle a 48 ans à cette époque-là. C'est une femme, elle a 48 ans et 3 enfants. Les autres représentants, ils ont en moyenne 27, 28 ans, en fait. Et il y a les femmes et les enfants
avec ça. Donc moi, j'imagine pas une communauté de Sonenké dire on va aller lutter avec les femmes et les enfants. Donc c'est pour ça que ma présomption est très forte, que ce soit Madigan Cissé qui aime mener les troupes. Et en plus, elle a grandi dans le Dakar 68 art de 1960, entre 1968 et 1970. Elle était rompue au militantisme. C'était elle qui avait la conscience politique de gauche, voire d'extrême gauche. On l'entend d'ailleurs dans ce qu'elle dit. Et donc voilà, c'est elle qui a tendu la situation et qui a ensuite organisé la résistance. Et qui a organisé donc le déplacement de ce groupe. Donc ils étaient dans l'église de Saint-Ambroise en mars 96. Ils ont été évacués, ils ont été placés dans des gymnases, ils ont occupé aussi une halle. Et c'est elle, Madjiguène Cissé, qui décide, dit on va faire notre petite manif comme d'habitude, ils vont penser qu'on est tranquille et puis finalement on va aller occuper cette église, donc Saint-Bernard de la Chapelle. L'enjeu était simple. Selon une espèce de tradition, tout le monde pouvait avoir refuge dans une église en fait. Et à Saint-Ambroise, ils avaient été expulsés 3 jours après. Et donc du coup, pendant le temps où tout ce groupe-là errait, avec une conviction forte, c'est on est tous régularisés, soit on réussit tous ensemble, soit on meurt tous ensemble. Donc la situation est vraiment entendue. Elle fait un casting, elle le dit dans le livre qu'elle écrit, elle fait littéralement un casting des prêtres qui sont à même de les accueillir sans les dénoncer à la préfecture. Qui vont faire primer la loi de Dieu, de l'accueil. Devant la loi de la République. C'est ça. Donc voilà. Donc pour expulser les gens de l'église, il faut soit que expressement le prélat de l'église l'accepte, en appel aux forces de l'ordre, ou bien qu'il y ait danger de mort ou de santé des gens. Et donc, c'est elle qui fait le casting. Mais comment vous redécouvrez alors Madjiguène Cissé quand vous avez cette commande pour écrire sur les migrants, que vous remontez jusqu'à ces événements de 1996, comment vous tombez sur son texte et sur ce qu'elle a dit? Son texte, ça s'appelle « Paroles de sans-papiers », c'est paru 3 ans après, en 99. Oui, tout à fait. C'est Aïssa qui, mon pote de Marseille, Aïs, dans le bouquin, qui me met le livre sous le nez, en fait. Et je l'entame du haut de ma grandeur de grand auteur autoproclamé. Oui, je veux que vous le disiez, Gauss, parce que c'est le premier chapitre de votre livre. Vraiment, je me suis... Et le titre est de vous. Oui, le connard. Voilà, vous présentez comme un connard. Ouais, je le prends comme un connard, en fait. Je lis le texte. Les formules sont grandiloquentes et moi, je dévisse tout de suite, en fait. Et Ice insiste. Il insiste, alors que moi, ça me saoule. En plus, dans ma démarche d'intellectuel, je lis rarement des bouquins pour en écrire d'autres. Je veux être le plus détaché possible. Je travaille d'autres choses, mais je veux être le plus détaché possible du sujet. Et donc, je pose mes prétentions de petit con qui croit qu'il est un grand intellectuel parce qu'il a écrit 4 ou 5 bouquins. Et donc, je disqualifie d'entrée de jeu. Vous dites une femme noire de 48 ans avec 3 enfants, c'est pas elle qui écrit ça. C'est pas elle qui écrit ça. Elle a un nègre, vous dites, un nègre blanc. Et voilà. Et moi, j'aime bien l'idée qu'elle ait un nègre blanc. Qu'elle en impose à quelqu'un d'autre pour une fois. En plus, ce retournement-là me plaît, donc moi, je m'en tiens à ça. Mais sauf que Ice insiste pour que je lise le bouquin. Et je me rends compte que je suis un vrai connard d'avoir pensé ça. Mais vraiment. Qu'est-ce qui vous fait changer d'avis? Parce que c'est elle-même, ce sont ses propos, sa trajectoire qui me fait changer d'avis. Et à cette époque, donc à la fin de la lecture de son livre, je me dis, celle-là, personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Et c'est pas possible. Et d'ailleurs, ces formules ne sont pas grandiloquentes, elles étaient juste grandes. Parce qu'elle était habitée d'un discours de combattante politique. Elle était habitée d'un discours et d'une idée politique du monde bien claire. Donc, on pouvait clairement l'identifier. Donc, elle a pris les mots de sa bataille politique pour écrire son livre. Et d'ailleurs, c'est la seule qui a continué la lutte pour les sans-papiers après.
Alors que tout s'est arrêté. Alors que la plupart d'entre eux, quand ils ont eu des papiers, ils ont continué la rivière de leur destin. La plupart d'entre eux, la rivière de leur destin. Il y en a un même qui a gagné un énorme procès là, avec Vivendi, qui a gagné beaucoup de fric. Ah ouais? Bah oui, le plus connu. Mais je ne veux pas citer. On fera des recherches plus tard. Qui a gagné un énorme procès avec Vivendi, voilà. Et en fait, c'était la conscience de lutte de gauche de ce groupe-là. Elle a continué en Allemagne. Elle est repartie au Sénégal, où elle a monté une ONG qui s'occupait encore une fois des femmes, de la lutte pour l'égalité des femmes dans un pays assez patriarcal comme le Sénégal. Et donc voilà. Et donc j'ai compris tout de suite que c'était elle qui avait mené le truc. Elle avait 48 ans. Son âge l'a disqualifiée. 3 enfants. Et elle était une femme. Et noir, je rajoute, parce que ça... Noir, et même moi, je l'ai presque disqualifié dans ce truc-là. Mais vous avez changé d'avis et vous avez quand même eu l'envie, Gauze, d'écrire ce livre Les Portes, alors que, comme vous l'avez dit, vous lisez très peu de livres avant d'écrire un livre, mais surtout, en fait, est-ce que le livre de Madjiguène Cissé ne suffisait pas? Je dis pas que votre roman n'est pas important, mais justement, à quel moment vous êtes dit, bah moi aussi, quand même, j'ai envie de revenir sur cet événement-là? Mais moi, en fait, j'ai juste basculé le truc. Je suis dans la fiction, dans une espèce... Voilà, qu'est-ce que vous vouliez faire de différent de ce qu'elle avait fait? L'idée, c'est de me mettre à la place des gens. Et j'avais les moyens de me mettre à la place des gens, puisque j'ai vécu ces situations-là. L'idée, c'était de me mettre à la place de tous ces gens et d'imaginer comment une telle femme avait fait basculer la lutte. Donc on a 10 chapitres dans votre roman, Gauze, qui retrace vraiment donc cette occupation. D'ailleurs, le terme d'occupation est lui-même discuté. On a la prise de décision, l'organisation, la relation avec le prêtre, les familles, la grève de la faim, la relation avec les journalistes, les touristes, l'attente, l'évacuation. Tout est, je l'ai dit, c'est vraiment, vous discutez beaucoup des mots. On a parlé, vous parlez du mot occupation, vous parlez du mot sans-papier, qui en fait est un mot très paradoxal, vous le dites, parce que c'est à la fois ce qui prouve qu'ils n'ont pas d'identité, mais c'est en même temps ce qui va leur donner une identité. Comment vous expliquez le pouvoir de ce mot, Gauze, de sans-papier, qui en naissant les a fait exister? C'est aussi paradoxal que c'est, en fait, ils avaient trouvé le bon mot pour désigner leur situation. On va dire, ça décorporalisait le truc. C'était une véritable situation sociale. On n'a pas de papier. C'est ça qu'on n'a pas. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. On n'est pas désocialisés. On est des étrangers comme des autres, mais on est aussi des gens qui voulons construire notre destin en Afrique. Et donc, en fait, c'est en France. En fait, c'est quoi le truc qui nous définit là? C'est une situation sociale. Et le mot est parfait. Et d'ailleurs, tout le reste, en fait, tout est une question de mots. Mais alors justement, pourquoi aujourd'hui on a migrants? Alors aujourd'hui, encore pire. Justement, en fait, la lutte, la vraie, c'est celle de la manipulation des symboles. Et les symboles sont fabriqués par des mots. À partir du moment où tu vides l'essence d'un mot, tu en vides la quintessence. Et ça, les politiques, ils ont compris ça, en fait. Et quand on met migrants, on donne tout de suite l'idée que les gens sont de passage, comme des oiseaux, quoi, comme un vol de colibri ou d'hirondelles. On implique que les gens sont de passage et on flatte l'ego d'une certaine partie de la société, ce qui n'est pas vrai. Même s'il y en a qui veulent partir en Angleterre, leur étang n'est pas être migrant. C'est juste pas possible. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, de plus en plus, les politiques vident l'essence des mots. Quand le président de la République parle de « on est en guerre » pendant le Covid, c'est chaud, quoi. Quand tu as connu ce qui s'est passé en 1939, oui, de révolution. Aujourd'hui aussi, ils parlent de révolution, ils sont graves. Donc, ils s'approprient les mots et les vident de leur sens pour flatter une partie de l'électorat. Et donc la vérité, ou pour les paniquer. Voilà, ou pour les paniquer, ou pour susciter en eux quelque chose qui va leur donner leur accord ou leur vote. Et donc pour moi, le vrai combat, c'est celui qui consiste à récupérer les mots, donc la manière de réfléchir et de combattre par les symboles, en fait. Et donc, par exemple, en ce moment, ils ont un leitmotiv qui est assez puissant.
au moment où les lois les plus xénophobes depuis 1939 ont été votées dans ce pays, on parle dans les préfectures, hein, il y a des petits cartons qui parlent de mieux accueillir. Ça veut dire quoi, mieux accueillir, quand on a voté les lois de Darmanin, de Moussa, là, il y a quelques mois? Ça veut dire quoi? Donc voilà, donc les gens, ils ont compris que ce qui compte, c'est le sens des mots. Et donc, ils siphonnent le sens des mots et empêchent les autres de les utiliser dans le vrai sens. Donc moi, en tant qu'écrivain, c'est de redonner du sens à cela. Et en cela, Madjiguène Cissé m'éclaire quand je vois le mot sans-papier. Et d'ailleurs, il n'y a jamais personne qui possède plus de papier que les gens qui n'ont pas de papier. Gauze, ce que vous dites résonne parfaitement avec l'archive de cet écrivain que vous aimez beaucoup. L'horreur nous donne des chefs-d'œuvre, inspire des poètes, les peintres. J'en ai toujours été extrêmement conscient. Alors, premièrement, c'est là, ce qui est déjà un peu douteux comme rapport. Mais deuxièmement, il y a quelque chose de plus grave. C'est que finalement, on écrit pour se débarrasser du monde, et pas tellement pour le changer. Je dirais même que la littérature ne change guère le monde, c'est absolument certain. La littérature engagée n'a jamais rien donné dans ce sens. Mais il est certain que lorsque vous avez écrit un roman sur Auschwitz, vous êtes débarrassé d'Auschwitz pour vous-même, pour votre compte personnel. Je crois que cet aspect de purge, de révolte qui consiste au fond à ne rien faire, est extrêmement typique de tout romancier. Souvent, après coup, le romancier cherchera l'engagement sur le terrain pour justifier son œuvre littéraire. Mais c'est très rarement le contraire. Vous avez très rarement un écrivain qui part d'un combat précis, d'un engagement précis, et qui fait un roman là-dessus. Mais je crois que, finalement, l'apport que je fais par cette certaine dureté, par cet certain écart que je prends, ou cette aliénation délibérée par rapport au drame, l'apport littéraire, à long terme, beaucoup plus valable que tout engagement personnel que j'aurais pu lui apporter. Mon devoir de romancier est de protéger avant tout mon œuvre de romancier. En ce sens que si elle donne quelque chose, elle donne beaucoup plus que ce que Romain Gary aurait fait sur le terrain, il n'y a aucun doute. Et oui, il n'y a plus de suspense. C'était donc la voix de Romain Gary dans une archive. Il n'y avait pas de suspense. Dès les premiers mots. Vous l'aviez reconnu. Ah, c'est Pelé. Archive du 12 juin 1969 dans l'émission Entretien avec sur France Culture. Est-ce que vous êtes d'accord, Gauze, avec ce que dit ici Romain Gary, écrivain que vous adorez? Moi, je suis... Vous pensez qu'on écrit vraiment pour se débarrasser du monde et que, bon, la littérature engagée, ça ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est quand même d'écrire pour son œuvre. Il se contredit lui-même. Oui, il justifie un peu. Il se contredit, mais moi, ce que j'aime, c'est l'outrance de sa déclaration de départ. Cette espèce de flegme qu'il s'impose à lui-même. En fait, il ne parle pas des autres écrivains. Il essaie de se décrédibiliser lui-même pour pouvoir planter juste derrière le vrai truc en disant... Finalement, ce qui compte à long terme, c'est d'écrire ce bouquin. Donc, redonner le sens aux mots, le sens à l'histoire. C'est ça qu'il dit, au fond. Tout ce qu'il dit avant, là, ça... C'est la provoque pour vous. Bah oui, non, mais il fait son Gauze. Et j'en suis fier. Non, je fais souvent mon Gary comme ça. Et c'est Pelé, il dit tout. Mais seulement à la fin. Ce qu'il dit au début... attire ton attention et après il plante la stoccada pour t'achever. Parce que ce qui va rester de l'histoire, ce sera lui, son livre. Donc les symboles qu'il aura triturés pour les mettre à ta disposition en faisant confiance à ton intelligence. C'est pour ça qu'il dit qu'avant, il ne peut pas intervenir. Ce qui va rester donc, Gauze, ce sont vos livres, la manière aussi, dans ce livre, dans Les Portes, dont vous discutez des mots eux-mêmes. Mais il n'y a pas que la question des mots, choisir le bon mot, il y a aussi qui porte les mots. La question des porte-paroles qui est très importante. Pourquoi c'est vous, pour vous, c'est quoi un porte-parole? Est-ce que vous en êtes un? Ah, je vais faire mon Gary, là. Soyez provoque et plantez à la fin. Stockade. Je ne suis le porte-parole de personne, mais je suis habité par une parole que je porte. Et qui est forcément, qui m'est infligée par ma vie et par les gens qui sont autour. C'est obligatoire. Mais moi, j'aime bien le mot porte. Les deux mots.
Les deux mots, j'adore les deux mots. Porter et la porte. Ouais, voilà, porter et la porte. Et c'est un mot hyper important même, j'ai l'impression, dans l'histoire de l'humanité. En bambara, la porte, c'est da. C'est la bouche. C'est l'ouverture. C'est la natte aussi pour se coucher. Et donc, il y a toujours de la polysémie sur le mot porte. Alors là, je vous dis pas parole. Je vous dis pas parole. Quand on est issu d'une civilisation qui a mis la parole au pinacle de ses valeurs, donc les deux mots collés ensemble disent quelque chose sur comment on s'adresse aux gens. Et donc, c'est très africain d'avoir un porte-parole plutôt qu'un député, par exemple. Parce que Quelle différence vous faites ? Déjà dans l'oralité et dans la manière de désigner celui qui porte la parole. Parce que je crois qu'on fait beaucoup plus confiance à la beauté du geste, de ce côté-ci de la Méditerranée. On fait beaucoup plus confiance à la beauté du geste, à l'intelligence du propos, plus que on va dire, à la démocratie classique. Celle des statistiques mathématiques. D'ailleurs, la démocratie, pour moi, est un peu, en tout cas la grecque, est un peu un oxymore. Où c'est un exercice dans lequel on appelle d'abord à la beauté du geste, à la capacité de convaincre par l'intelligence. Donc par exemple, comme dans une campagne présidentielle, où on va faire des discours pour convaincre des électeurs. Voilà, et ensuite, on consacre ça avec de la statistique. C'est comme si on détruisait ce qu'on avait établi en campagne. Et les Africains, en tout cas le conseil du village en Afrique, là pour le coup, je ne suis pas du tout caricatural, ne fonctionne pas avec les statistiques. Elle fonctionne uniquement avec la conviction. Avec la conviction et la beauté du geste. C'est ce que vous appelez, Gauss, dans votre livre, la démocratie de l'arbre à palabre. Véritablement. Que vous opposez donc à cette démocratie grecque. Voilà. Qui détruit la beauté du geste par les contingences statistiques. Vous dites, Gauss, dans votre livre à propos des porte-paroles, les chanteurs, les danseurs, les sculpteurs, les tisserands, les guérisseurs, tous sont des porte-paroles. Ils portent une parole venue du fond des temps, passée de bouche en bouche, de porte en porte jusqu'à eux, puis de bouche en bouche, de porte en porte jusqu'à nous. Une parole qui a fait de nous les êtres que nous sommes aujourd'hui. En vérité, tous ici, nous sommes de la parole digérée. C'est marrant que vous n'ayez pas mis romancier dans la liste ou écrivain. Non, parce que là, dedans, je parle du côté des sans-papiers. Hein. C'est bien qu'on les appelle comme ça, pour que ce soit clair. Je parle du côté des sans-papiers et qui disent eux leur désarroi, qui disent eux leur vision du monde, en fait. Donc, je ne cite pas volontairement les fonctions artistiques occidentales. Je prends soin de ne pas les citer. Et d'ailleurs, le mot art n'existe pas chez nous. Dans aucune langue, d'Alger au Cap, le mot art n'existe. Quel est le mot alors pour désigner des activités artistiques ou de la création ? On la désigne pas, on la laisse s'exprimer en fait. Le sculpteur ne signe pas, l'inventeur d'un pas de danse ne danse pas. Quand le masque arrive sur la place du village, il représente tout un truc. Il représente la sculpture, il représente le stylisme, modélisme, il représente l'oralité, il représente le chant. Donc c'est un tout, l'art, un tout tellement quintessent qu'il en devient indicible. On ne met pas de mots sur les choses qu'on ressent de façon évidente. À propos des porte-paroles aussi dans votre livre, Gauss, dans Les Portes, vous prenez soin de montrer comment se font les discussions entre ces familles qui occupent l'Église et la manière dont elles écartent les soutiens blancs. C'est-à-dire les associations, les artistes, les journalistes qui seraient d'accord avec leur mouvement, mais qui pourraient aussi, d'une certaine manière, s'approprier ce mouvement ou en tout cas laisser planer un doute sur d'où viennent les décisions. C'est une constance. Moi, je l'ai connu. Hein. Et c'est une question très actuelle parce qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de non-mixité. On la rejette ou on y voit un danger. Ah mais si, ils sont graves, ceux qui parlent comme ça. Mais en tout cas, c'est une constante des milieux de lutte pour les papiers ou dans lesquels il y a des étrangers en fait. Il y a cette manière, comment dire, il y a une espèce de condescendance bienveillante. Et c'est encore pire que les autres,
qui fait que les gens donnent l'impression que ceux pour lesquels ils semblent se battre ils sont obligés d'être d'accord avec eux, en fait. Il y a ce truc-là, comment on dit, c'est en dessous, c'est liminaire comme ça. Et ça laisse planer une espèce de dépendance à ces gens-là. Vraiment de dépendance à ces gens-là, qui sont bien hauts, ce sont les bons, ceux-là. Et ils sont bien, ils luttent pour nous, donc on n'a plus rien à dire. Et ça, c'était important. Et d'ailleurs, dans la lutte de 96, on soupçonnait systématiquement, à chaque décision, on soupçonnait systématiquement l'extrême gauche ou le Parti socialiste d'être à l'origine des décisions des sans-papiers, parce que au pouvoir étaient les hommes de droite. Et donc, il y avait cette idée que les gens, ceux-là, sont facilement manipulables. Donc, en leur prenant la parole, on leur enlève effectivement la parole. Donc l'idée était de dire, écoutez les amis, pour la première fois, vous n'allez pas intervenir dans nos affaires. Nous-mêmes, on va prendre la parole. On va décider et on prendra la parole seul. Voilà, on prendra la parole seul. Et vous entérinerez nos décisions parce que finalement, c'est nous les sujets. C'est nous l'objet de votre lutte. Mais à cet égard, votre texte goes quand vous vous en prenez à SOS Racisme et aux antiracistes, en disant de la même façon qu'on déteste les gens juste pour ce qu'ils sont, de la même façon, on se met à les aimer juste pour ce qu'ils sont. Entre les deux positions, le racisé ne sait pas ce qu'il a fait pour mériter rejet ou attention, il subit l'antiracisme du racisme à l'envers, c'est-à-dire toujours du racisme. La phrase est assez claire, en fait. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas vraiment besoin de commenter, c'est vrai. La phrase est assez... Elle parle d'elle-même. Ce qui veut dire que les mouvements antiracistes aujourd'hui, ça ne vous intéresse pas? Absolument pas, absolument pas. Ce qui compte, c'est ce que vivent les gens. SOS racisme, quand même, c'est un drôle de... Oui, c'est vrai que vous déconstruisez cette expression. Au secours le racisme ou bien au secours les racistes, je sais pas trop. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des gamins sans culture politique. Moi, quand je venais d'Abidjan, j'ai vu des gamins sans culture politique qui étaient du bon côté de la barrière et qui me donnaient l'impression, à moi, Gauze, qui avait lu le manifeste du Parti communiste presque 52 fois. Je l'ai lu 52 fois. À moi, Gauze... 52, précisément. Ouais, c'était une fois par semaine en 1989. À moi, Gauze, qui avait milité dans le syndicat étudiant en Côte d'Ivoire, qui avait balancé des cailloux à la face de la police en 90 en criant « Ouf aux voleurs ». Chez nous, les manifs mettent en jeu ta propre vie. Ça riole pas là-bas. C'est pas le petit truc du dimanche où on fait solidarité avec les enfants et les papilles. Non, non, non. Et donc moi, j'entendais des gamins de 25 ans sans aucune culture politique me parler comme si j'étais le dernier des benets. Et ils étaient tous remplis de bonne volonté. Mais moi, je ne veux pas me faire sauver par des gens comme ça. J'ai les moyens de me faire sauver. J'ai les moyens de clamer ma position. Les sans-papiers, les migrants, ils ont les moyens de clamer leur identité et de dire ce qu'ils veulent du monde. La première des choses à faire, c'est de leur donner la parole, en fait. C'est juste ça, leur ouvrir la porte et entendre et voir leur monde intérieur. C'est ça qui est le plus fort. Et donc, les mouvements antiracistes, c'est des drôles de choses, quoi, en fait. Puisque les gens sont aimés pour des raisons qu'ils ne comprennent pas véritablement. De la même manière qu'ils sont détestés, pour des raisons qu'ils ne comprennent pas. Pour moi, ça obéit au même mécanisme. Voilà. Vous parlez d'écouter la parole des premières personnes concernées. Vous avez pris la parole, vous écrivez, Gauze. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a véritablement un pouvoir dans la littérature et dans les livres que vous écrivez? Je suis comme Gary, je sais que ça va rester dans 20 ans. Je sais que c'est ça qui va rester. L'idée de rendre... La bataille se joue véritablement dans les symboles, en fait. C'est ça qu'il disait, Pelé-Gary. Et puis le plus grand numéro 10 de tous les temps. Juste après lui, c'est Zidane, évidemment. Oui, c'est vrai, Zidane. Et donc, c'est ça qu'il disait dans l'essence de son propos. Ce qui va rester, c'est ça. Moi, je sais que j'ai milité énormément. Réseau Éducation sans frontières. Je me rappelle, on a fait pas mal de manifs pour que les parents d'élèves aient des papiers, des parents d'enfants français aient des papiers. Mais j'ai pas l'impression que cette lutte-là était
On a eu des résultats, mais j'ai pas l'impression que ce soit la plus valorisante. La preuve est, 15 ans plus tard, on a l'impression qu'on a reculé de 20 ans. Voilà, donc je crois que ce qui doit rester véritablement, ce sont les symboles, la force de ces symboles-là. Et 96 est un grand symbole et je suis content de ramener ça à la face des gens. Je suis content de ramener ça dans on va dire, dans la mentalité populaire. Et les mots comptent, ils vont rester. Les livres restent, vous l'avez dit, les mots vont rester, mais il y a aussi le fait d'être lu, d'être reconnu. Votre premier livre a eu un immense succès, Gauze. Aujourd'hui, vous continuez à écrire. Qu'en est-il des autres écrivains? Comment leur donner la parole? Ou ces autres paroles-là, on peut leur donner la parole dans les médias à un moment donné, ils vont être effacés par une autre actualité. Là, comment ça reste là? Mais ils l'ont déjà, en fait. Ils ont écrit des bouquins. Et en vérité, c'est ça qui reste. Hein. Ils ont écrit, on découvre toujours des bouquins aujourd'hui de gens à côté desquels on est passé il y a 20 ans. Donc le devoir, pour moi, hein, le devoir de l'écrivain, c'est d'écrire de ne pas trahir son propre art ou bien ses propres moyens de défense ou d'attaque ou de compréhension de la société. C'est le seul devoir de l'écrivain. Pour le reste, un livre finit toujours par triompher. L'intelligence finit toujours par triompher. On continue de se référer à des bouquins qui étaient là il y a 100 ans. Aujourd'hui, on est en 2024. On continue de donner la parole à Gary. Pas juste parce qu'il est connu, pas juste parce qu'il a eu 2 Goncourt, mais par la force et la puissance des mots qu'il a laissés. Et donc voilà, moi je crois que c'est ça, la seule militance que je peux avoir sur d'autres écrivains, pour d'autres écrivains, c'est qu'ils ne trahissent pas ce pourquoi ils se sont eux-mêmes à donner le droit d'être des écrivains, qu'ils ne trahissent pas ça et qu'ils y aillent le plus loin possible. Voilà, c'est tout. Pour le reste, l'intelligence finit toujours par triompher. Moi, je suis un optimiste obsédé. Merci beaucoup, Gauze. De vous, on peut lire Les Portes, c'est paru aux éditions Attila. Gauze, pour finir, vous avez le choix entre 2 musiques que vous aimez, la messe en si mineur de Bach ou His Morning Promenade qu'on entend dans le film Le Kid de Chaplin. Laquelle souhaitez-vous écouter? Ah, la messe en si mineur, comme ça on reste à Saint-Bernard un peu. Et puis c'était une des chansons préférées de ma grand-mère. Merci encore à vous, Gauze, et un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui se sont préparés par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Sam Bacast, prise de son Jean-Guilain Meige. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain Géraldine.